1321. Bélibast, le dernier parfait cathare connu, disparaît dans les flammes. Le catharisme achève là sa passion. Le royaume de France et l'Inquisition ont accompli leur œuvre, anéanti en dernier recours par la traque et la délation. Le catharisme méridional est définitivement mort. Le fantôme de l'hérésie erre d'abord, silencieux dans la psyché collective des peuples vaincus et vainqueurs. Durant 5 siècles, il apparaît parfois au souvenir de quelques théologiens, historiens, poètes ou philosophes. Au XVIIIe siècle, enfin, Voltaire l'éleva au rang de victime de l'intolérance et de la barbarie de la chrétienté médiévale. Éclate alors avec fracas la Révolution. Le catharisme frissonne soudain dans son tombeau. Le Midi prend alors conscience de lui-même. Notre fantôme va se réveiller et commencer enfin une seconde vie dans le pays de l'imaginaire. Bon, mais alors qui va me parler du mythe cathare? Christelle Morin, chercheur, achève une thèse de doctorat sur le mythe cathare, auteur des Esclarmondes, la femme et la féminité dans l'imaginaire du catharisme. Christelle Morin, ce fantôme qui marche, c'est le mythe, c'est la légende du catharisme? Oui, tout à fait. C'est une image éclairante pour expliquer ce que le mythe est à l'histoire, c'est-à-dire son reflet déformé, son ombre. Pour que le mythe se lève, il faut cette mort grandiose, spectaculaire et physique du catharisme. Le catharisme, une fois mort, c'est la légende qui commence. Et à ce moment-là, nous rentrons dans de la littérature. Oui, mais que se passe-t-il à la Révolution? La Révolution française défend l'idée d'une nation unique et d'une langue unique. Elle se veut plus centralisatrice que la monarchie. Et de ce fait, elle va entraîner un réveil du nationalisme occitan. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît cet intellectuel qui est Fabre d'Olivet. Oui, racontez-nous. Alors, c'est qui? Fabre d'Olivet est un jeune écrivain qui vit à Paris au moment où éclate la Révolution. Il est originaire du Midi, il est de famille protestante et il compose 2 textes importants. D'abord un roman remarquable parce qu'il est le premier roman de thème albigeois, de thème cathare, qui s'appelle Alazaïs et le gentil Aymar. Ensuite, en 1803, il compose un texte très connu qui s'intitule Le Troubadour, dont l'introduction est novatrice et elle ouvre un champ nouveau pour la renaissance de la langue occitane. Il se situe en plein dans cette vogue troubadour et c'est lui qui va inspirer tout le grand romantisme français. Et y aurait-il une relation entre le mythe cathare naissant et le romantisme? Oui, bien évidemment. On peut dire que le mythe cathare, durant toute sa durée d'existence, aura un lien très profond avec à la fois les thèmes et la pensée intime du romantisme. Les romantiques adorent à la fois le pittoresque lié au dépaysement géographique, donc pour eux le Midi, où l'on parle une autre langue, revêt parfois ce caractère pittoresque, mais également un pittoresque lié à l'histoire, et notamment ils adorent l'épopée. Or, la croisade est une épopée vraie. Pouvez-vous nous parler de la chanson de la croisade? La chanson de la croisade est le texte essentiel sur lequel se fonde le mythe. Elle fut composée par 2 auteurs, vraisemblablement, l'auteur avoué, Guillaume de Tudel, et un second auteur, anonyme, beaucoup plus engagé que le premier, et qui montre d'une façon remarquable l'investissement général de la population toulousaine lors des sièges de Toulouse et l'amour que cette population portait à son prince, Raymond VII. Alors bien évidemment, pour les Occitans, elle est le monument national de la littérature occitane, celui sur lequel se fonde le patriotisme occitan.
qui peut me parler de Napoléon Peyrat? Patrick Cabanel, historien agrégé, docteur ès lettres, professeur d'histoire contemporaine et directeur de recherche à l'université de Toulouse-Le Mirail, membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste des Camisards dans les Cévennes et de Napoléon Peyrat. Patrick Cabanel, Napoléon Peyrat compare l'histoire des Albigeois à l'Iliade. Êtes-vous d'accord? Et qui était en fait Napoléon Peyrat? Peyrat est un pasteur de l'Église réformée de France, mais un pasteur dont la vraie vocation était sans doute moins, je dirais, sa paroisse, que l'histoire et l'épopée. On peut dire que l'Iliade étant l'épopée fondatrice pour l'histoire grecque, de même Peyrat a voulu faire de l'histoire des Albigeois l'épopée fondatrice de la nation albigeoise et des Cathares. Même si je crois que Napoléon Peyrat préférait les perdants, Troie, aux gagnants, les Grecs, puisque l'histoire qu'il fait est une histoire de défaite, de perdants glorieux et attachants. Et le grand héros de cette histoire, en fait, c'était le château de Montségur. Ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'en 1860, le guide qui l'accompagne à Montségur ne prête aucun intérêt à ces ruines, à ces quelques pierres, et dit au couple des Peyrat, il faut vraiment avoir lu des livres pour s'intéresser à des ruines pareilles. C'est bien la preuve que Montségur, avant Peyrat, est un château ruiné parmi d'autres, et que Peyrat va inventer Montségur et faire de ce château le symbole, le centre, la cime de l'histoire des Cathares. Et pourquoi cette œuvre a-t-elle fasciné des générations de lecteurs? Parce que ce n'est pas une œuvre scientifique, ce n'est pas une œuvre rationnelle, c'est une œuvre littéraire dans laquelle le sentiment joue une place essentielle, le style joue une place essentielle. On peut comparer Napoléon Peyrat à Michelet. Ce ne sont pas des historiens d'université, ce sont des historiens du verbe, du sentiment, et c'est une œuvre qu'on peut lire pour son charme littéraire, pour cette sorte de pitié et de compassion que l'auteur nourrit pour ses héros et qu'il réussit à faire passer. Et quels sont en fait les grands thèmes du mythe? La grande idée de Napoléon Peyrat, c'est que les Cathares ne sont pas, je dirais, les derniers hérétiques du Moyen-Âge, mais sont les ancêtres de tous les révoltés, de tous les libérateurs, particulièrement dans l'histoire de France. Ce sont, à ses yeux, les ancêtres des protestants, non pas au point de vue théologique, mais d'un point de vue de cette sorte de cri de la liberté contre tous les pouvoirs, toutes les Roms, toutes les orthodoxies. Au-delà des protestants, ce sont les ancêtres des révolutionnaires, puis, pour finir du vivant de Peyrat, les ancêtres des républicains. Donc, des Cathares aux républicains, en passant par les révolutionnaires, c'est l'autre France. La France des victimes, des héros, d'abord vaincus, et puis finalement triomphant dans le couronnement qu'est la Révolution française et sa continuation, la République. Peut-on dire que Napoléon Peyrat est le fondateur du mythe? Plus que mythe, moi j'utiliserai un autre mot, un mot qui est dans le vocabulaire depuis une quinzaine d'années, le mot de lieu de mémoire. Peyrat s'est emparé de lieux qui n'intéressaient personne, je parlais de Montségur tout à l'heure, et de ces lieux qui sont des lieux désertiques, des lieux abandonnés, il en fait les symboles, les incarnations de toute une histoire, et il draine aujourd'hui des monceaux de littérature, des monceaux de visiteurs sur ces lieux dont il a vraiment fait le symbole de ces histoires perdues, de ces histoires sans chronique officielle, sans cimetière. La passion de Peyrat, c'est de rendre une histoire, des lieux, des tombes à ceux qui avaient été contraints au désert de la sépulture, soit les Cathares, soit les Camisards. Georges Passera, prêtre, chercheur, professeur d'histoire médiévale à la faculté de théologie de Toulouse, professeur de langue et de littérature occitane
à la faculté libre de lettres, directeur du collège d'Occitanie, majoral du Félibrige. Abbé Passera, qu'est-ce qu'un Félibrige? Alors Félibrige, c'est ce mouvement qui a été fondé par Frédéric Mistral en Provence en 1854 et qui a marqué une renaissance de la langue d'oc après un long oubli, puisque la langue avait été oubliée depuis, on peut dire, le Moyen-Âge, persécutée au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Et il y a eu une vraie renaissance en Provence et ce mouvement s'appelle le Félibrige. Et qu'est-ce qui a tant intéressé les Félibriges dans le catharisme? Alors ce qui les a intéressés, c'est que en chantant la patrie occitane ou la patrie romane, comme ils disaient à l'époque, ils ont retrouvé l'âme des troubadours, l'âme d'une civilisation qui, pour eux, avait été assassinée pendant la croisade des Albigeois. Et la défense de la langue s'est associée à la défense de la civilisation occitane et aussi au catharisme. Alors, on ne parle pas à cette époque de cathare, mais d'albigeois. Tout à fait. Est-ce pour mieux enraciner cette religion dans le terroir méridional? Il est évident que le mot de cathare n'apparaît qu'en 1163 en Allemagne et qu'on ne parlait pas de cathare dans le pays. D'ailleurs, on parlait tout simplement des bons hommes, des fidèles chrétiens qui appartenaient à cette église de Jésus-Christ, la Gleiso de Dieu, et qui essayaient de vivre l'évangile. Mais les chroniqueurs catholiques, les polémistes catholiques, les inquisiteurs vont prendre très rapidement ce mot d'albigeois comme synonyme d'hérétique, particulièrement ici, dans le Midi et dans le Languedoc, puisque c'est là que la religion cathare s'est le plus développée. Pourquoi est-ce que les Occitans s'assimilent au cathare? Ah bien, parce que lorsque le mouvement occitan est né il y a un siècle, vers 1900, ils ont recherché cette identité de la civilisation cathare qui avait été oppressée et ils se sont définis comme anticléricaux et comme républicains. Et on a par exemple Antonin Perbos, Prosper Estieux, qui sont les fondateurs du mouvement occitan il y a donc un siècle, qui étaient des farouches albigéistes. Et c'est comme cela qu'ils se définissaient. Nous sommes des albigéistes, les derniers des albigeois. Napoléon Peyrat aussi, qui est à l'origine de tout ce mouvement, se définissait comme albigeois. Christelle Morin, la nation occitane a-t-elle une héroïne, enfin une Jeanne d'Arc? Oui, bien sûr. Napoléon Peyrat a choisi de construire un personnage à partir d'un poème composé par un troubadour et qui est porteur d'un prénom symbolique très fort, Esclarmonde, qui en occitan, par un jeu de mots subtil, signifierait « celle qui éclaire le monde ». Cette Esclarmonde a existé. Il y en a eu en vérité 5 importantes dans l'histoire du catharisme. Mais la comtesse de Foix, et il faut bien le dire, la grande Esclarmonde. Et toutes ces Esclarmondes se sont confondues dans l'imaginaire de Peyrat pour former un mythe unique, une légende unique, chantée par les troubadours. Est-ce un hasard si au moment où Jeanne d'Arc devient un véritable mythe en France, Peyrat donne Esclarmonde au pays occitan? Non, c'est pas du tout un hasard. Peu de temps avant d'écrire l'histoire des Albigeois, il compose un recueil qui s'appelle Les Pyrénées. Et dans ce recueil, il évoque la patrie romane sous les traits d'une jeune fille endormie. C'est le thème bien romantique de La Belle au bois dormant. Et Peyrat choisit d'écrire la vie de cette Esclarmonde de Foix au moment même où Jeanne d'Arc devient le grand symbole de la patrie française. Mais pourquoi est-ce que Esclarmonde fascine tant? Elle fascine pour bien des raisons. Dans la littérature, elle devient bien plus que ce qu'elle fut historiquement. Pour servir le mythe, il faut qu'elle soit belle. Elle hérite de la tradition de beauté développée depuis l'Antiquité, de cette blondeur magnifique avec des yeux bleus très purs.
Ou alors, parfois, on la dépeint comme une brune occitane très typée, symptomatique de la patrie romane. Cette Esclarmonde connaît aussi dans le mythe une existence extraordinaire puisqu'elle est à la fois une femme enfant, une mère, une vieille parfaite vivant dans les grottes de Montségur, et qu'au-delà de cette vie de chair, elle va s'élever, vivre une sorte d'ascension à un rôle quasi divin. On la voit ainsi fantôme chez les uns, ou encore réincarnation, notamment dans le film de Serge de Poligny, La fiancée des ténèbres. On la voit encore sous la forme d'un oiseau, d'une colombe, s'envoler de Montségur. Et enfin, il faut bien le dire, dans sa vie humaine, elle a rempli toutes les fonctions, puisqu'elle a été à la fois, selon Peyrate, le chef militaire de Montségur, le chef religieux de Montségur, la papesse des cathares, mais aussi l'inspiratrice suprême, la muse suprême des troubadours. Et pourquoi le féminisme s'est-il réclamé du catharisme? Le féminisme s'est réclamé du catharisme parce que les femmes pouvaient être prêtresses dans la religion cathare. La plupart des disciples de cette religion sont des femmes. Elles pouvaient remplir toutes les fonctions qu'avaient les parfaits à égalité. La seule différence que l'on remarque, c'est qu'il n'y eut jamais d'évêque cathare femme. Nous sommes quand même au Moyen-Âge. Et donc, chez les intellectuels des 19e et 20e siècles, le catharisme a semblé être un mouvement annonciateur du féminisme. Peut-on parler d'Esclarmonde comme la gardienne du Graal? Cette vision d'Esclarmonde a été développée à la fin du 19e siècle par des ésotéristes essentiellement, qui l'imaginent comme la détentrice physique de la coupe. Alors bien évidemment, c'est tout à fait utopique et légendaire, mais on peut aussi interpréter ce thème de la gardienne du Graal d'une autre façon, à savoir que la femme, dans l'imaginaire masculin, est la coupe de sang qui va porter la génération, c'est-à-dire la race et le sang. Et donc Esclarmonde est le symbole de toutes ces femmes occitanes, de celles qui ont transmis le sang sacré. Une femme prophétesse et gardienne du Graal, on touche là à l'ésotérisme, et qui va m'en parler? Philippe Martel, agrégé d'histoire, docteur d'État, chargé de recherche au CNRS, auteur d'une thèse sur la croisade albigeoise. Philippe Martel, à quel moment le catharisme a-t-il flirté avec l'ésotérisme? Alors, ça s'est fait de façon assez progressive dans la seconde partie du XIXe siècle. Alors, au départ, il y a un personnage qui s'appelle Eugène Haroux, en 58, qui découvre que sous le texte des troubadours occitans, il doit y avoir encodage d'une doctrine qui sera le catharisme. Et il croit découvrir, ou il fait comme s'il découvrait, qu'il doit y avoir un lien aussi avec les Templiers. Alors, donc on se retrouve déjà dans une atmosphère de mystère, de codage, et d'autre part, on trouve une généalogie, les cathares d'un côté, les troubadours et les Templiers. Et ensuite, les générations suivantes vont un petit peu compléter le schéma. Alors, Napoléon Peyrate jette sur le marché un couple fabuleux, Montségur, le château et son trésor. Alors, nous sommes à la fin du XIXe siècle, un certain nombre de jeunes gens, autour de Joséphin Péladan et de quelques autres, sont en recherche. Ils sont déçus par le catholicisme, ils sont déçus par le rationalisme de l'époque, ils cherchent une foi, une doctrine, et ils découvrent que finalement le catharisme, ça peut être une bonne idée. Et ils sont aidés par ça, par Wagner, et son grand opéra Parsifal.
Et dans l'opéra Parsifal, il y a donc le Saint Graal, conservé dans un château appelé Montsalvat. Et la grande idée, le coup de génie de Joséphin Péladan à la fin du siècle, c'est de dire que finalement Montsalvat, Montségur, quelque part, ça doit être à peu près pareil, et que si Montségur et son trésor c'est Montsalvat, le trésor de Montségur c'est le Graal. Et progressivement, dans les générations suivantes, on va enrichir l'arbre généalogique des cathares et du trésor du Saint Graal, à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors on va chercher par exemple des correspondances en Perse avec les manichéens, ça tombe bien. Les manichéens, ça nous branche d'une part sur l'Inde, d'autre part sur des religions persiques antérieures, Zoroastre. On peut également se brancher sur le druidisme, et donc là dans ce cas-là on reste ici en Occident. Il y en a même un dans les années 30 qui rajoute les Atlantes. Et donc de proche en proche, on se retrouve avec un paysage où les cathares sont au centre de correspondances religieuses qui vont partout. Alors le fin mot de l'histoire, c'est que pour un adepte de ce type de théorie, au fond, tous ces mystères différents, toutes ces religions sont autant de pistes de recherche qui constituent autant de facettes d'une réalité supérieure. Et le travail de l'initié, c'est précisément de chercher sous toutes ces facettes le principe unificateur qui permettra de trouver la vérité. Et les cathares, donc, ils sont le maillon qui permet de tirer ensuite, de proche en proche, tous les fils dans le temps et dans l'espace qui permettront de trouver cette vérité. Alors pour certains de ces gens, c'est une affaire de foi. Pour un Déodat Rocher, par exemple, fondateur d'une certaine église cathare, c'est une affaire de foi. Pour d'autres, c'est une affaire à élaboration romanesque. Pour d'autres, enfin, ça peut être une affaire de boutique ou de petit commerce. Le trésor des cathares, pourtant bien concret, a-t-il changé de nature avec les ésotéristes? Il a changé plusieurs fois de nature. Bon, le trésor de Montségur historique, c'est de l'argent. Bon, c'est pas très affriolant. Et donc, selon les cas, on peut imaginer soit que ce sera une collection de livres sacrés, de livres perdus, de livres apocryphes ou de traités inconnus dans lesquels il y aura la vraie vérité ou des secrets effroyables. Bon. On peut aussi penser, et donc ça c'est réglé dès la fin du XIXe siècle, qu'en fait c'est un objet, c'est le Saint Graal qu'on peut présenter sous une forme lumineuse ou pas lumineuse, mais l'important c'est que ces bêtes petites pièces d'argent et d'or deviennent quelque chose de beaucoup plus mystique, soit du texte, soit quelque chose qui nous ramène au temps du Christ et de Joseph d'Arimathie. Et donc ça a tout de suite une autre allure. Et le nazisme s'est-il intéressé au catharisme? Alors il faut distinguer le nazisme, le néonazisme et un personnage, un garçon tout à fait étrange qui s'appelle Otto Rahn, qui débarque dans cette histoire en 1932. Il va écrire un livre qui s'appelle La croisade contre le Graal, dans lequel les cathares occitans, ce sont les descendants des druides. Nous sommes donc chez les Celtes. Et c'est ici qu'on voit apparaître nos vieux amis, les grands Ariens blonds aux yeux bleus, avec leur cordialité proverbiale, et c'est là aussi qu'on commence à voir apparaître un bout d'oreille particulièrement velu. Alors, sur ce plan-là, les nazis, les vrais nazis, les historiques, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème d'abord parce que ces cathares, ce sont des gens du Sud, latins, métissés, pas beaux, pas blonds, et d'autre part parce qu'ils ont autre chose à faire. Par contre, dans les années 60, on voit apparaître tout un tas de gens fascinés par le nazisme et qui vont inventer au nazisme une espèce d'auréole mystique, d'en faire des grands occultistes, des grands initiés qui cherchent aussi un secret racial. C'est certainement plus élégant de parler de nazis recherchant le trésor des cathares que de parler des gardiens d'Auschwitz, par exemple. Et aujourd'hui, y a-t-il des sectes qui s'intéressent au catharisme? Il y a effectivement des gens qui continuent à se référer au catharisme. Alors ceci dit, dans le paysage général des sectes en France, je pense que c'est quelque chose de tout à fait minoritaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a parfois une certaine mode du mystère cathare. Et l'édition ésotérique est foisonnante. Et justement, oui. Parce qu'il y a une demande de catharisme. L'intérêt du catharisme, c'est que c'est à la fois quelque chose dont tout le monde a entendu parler, mais en même temps que personne ne connaît, parce que dans le système scolaire tel qu'il existe aujourd'hui, personne ne vous explique au juste que ce qu'a été le catharisme. Et donc la plupart des gens sont autodidactes en matière de catharisme. Alors ils peuvent tomber sur des vrais spécialistes du catharisme, ils peuvent aussi tomber sur d'autres livres où on leur offrira une vision séduisante et fascinante du catharisme, qui pourra leur donner l'impression qu'ils peuvent répondre à leurs propres questionnements intimes, mais ce n'est pas grave, ça marche. Alors attention, certains de ces auteurs peuvent être tout à fait sincères, d'autres, ce que je disais tout à l'heure, peuvent être des gens qui, finalement, ont trouvé un fonds de commerce relativement intéressant.
Et quels sont les rapports politiques avec le qatarisme? Dès le 19e siècle, les Cathares vont être pris en otage dans la guerre entre la gauche et la droite. Au fond, la croisade contre les Albigeois, qu'est-ce que c'est? C'est le premier round d'un match historique à travers les siècles qui a opposé le camp des Lumières, qui aboutit à la Révolution française, et le camp des ténèbres, celui de l'Église et du despotisme et de la monarchie, qui a toujours essayé d'étouffer la liberté. Alors si on est de gauche, on en rajoute. Donc les Cathares et les Albigeois et les Occitans du Moyen-Âge seront de plus en plus démocrates, de plus en plus sympathiques, et au contraire, ceux d'en face seront de plus en plus bestiaux, cruels et barbares. Si on est catholique, on a tendance au contraire à dire que, attention, ces Cathares, c'était quand même des ennemis de Dieu, de la propriété et de la famille. Il y a une seconde dimension, qui est la dimension nord-sud. Au fond, la croisade contre les Albigeois, qu'est-ce que c'est? C'est l'épisode à la fois qui a permis à la France de se construire, entre nord et sud, mais aussi c'est le péché originel, c'est Caïn tuant Abel. Le nord a assassiné le midi. Et dans ce cas-là, du côté du nord, on va essayer de minimiser l'épisode. Ça, c'est dès 1833 avec Michelet. Michelet, grand nationaliste français, il explique, oui, bon, d'accord, c'est vrai, on a un tout petit peu massacré pendant la croisade des Albigeois, mais après tout, ils l'avaient bien cherché, parce qu'ils étaient un petit peu juifs, un petit peu arabes, plus brillants que véritablement civilisés, etc. Et inversement, on a des Occitans et des Occitanistes qui s'emparent de la croisade des Albigeois en disant, il est vrai que nous avons été, dès le XIIe siècle, à l'avant-garde de la démocratie, il est vrai que nous avons été attaqués et battus par le Nord, mais il n'empêche que notre âme nationale, d'époque en époque, ça a toujours été la résurgence de cet esprit de liberté. Et donc, l'Occitan, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un homme qui est par nature épris de liberté et qui, par nature, finit toujours par se faire écraser. Existe-t-il un art inspiré du catharisme? Alem Surgarcia, écrivain et poète occitan, auteur de poésie, de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre et aussi de livrets pour des compositions musicales. Traducteur en français d'œuvres occitanes, traducteur en occitan du grand poème français du Toulousain Serge Pey, Nihil Consolamentum, autour de l'épopée albigeoise. Alem Surgarcia, existe-t-il un art cathare? Non, il n'existe pas d'art cathare. Nous aurions eu des représentations, aussi bien en matière architecturale que picturale ou d'objets, par exemple symboliques. Par contre, chaque génération, depuis l'époque romantique, a produit des artistes qui se sont inspirés de l'histoire des Albigeois. Et je pourrais citer par exemple, à 2 siècles d'intervalle, 2 peintres qui ont inscrit dans la cité de Toulouse cette épopée. Jean-Paul Laurent, qui au XIXe siècle a peint au cœur de Toulouse, dans le Capitole, une grande fresque relatant un épisode de la croisade contre les Albigeois. Et puis plus récemment, donc sous les arcades du Capitole, le peintre Raymond Moretti a inscrit lui aussi un autre épisode de cette épopée. Et en poésie par exemple? La poésie également s'était évidemment intéressée à cet aspect tragique et lui a permis peut-être de gravir certains sommets. Et je pense notamment à René Nelly, qui a été certainement celui dont nous sommes le plus redevables, nous, notre génération d'écrivains actuels. Et dans les spectacles vivants? Alors, notamment, il y a Béatrice de Planissol, de René Nelly, toujours, qui a été mis en musique par Charpentier. Et puis surtout, la création d'un opéra qui s'appelait Montségur, avec une musique de Landowski, créée au théâtre du Capitole. Et puis, il y a un autre ouvrage tout à fait particulier, Nihil Consolamentum, de Serge Pey, un poète qui axe toute sa poésie sur le cheminement. Or, les cathares sont des gens qui marchent. C'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas de lieu de culte. Les lieux de culte sont partout et nulle part. S'il y a un lieu,
c'est la parole. L'esclarmonde de foi était vêtue de noir. Elle est dans les flammes. Elle a des mains noires. Elle a des alphabets, des musiques de voix noire. Elle écarte les aigles dans les feux noirs. Raymond de Saint-Martin était vêtu de noir. Il est dans les flammes. Il a des mains noires. Il a des chapeaux, des soleils de bois noir. Il dit que les pins se divisent. Et finalement, depuis la Révolution, la résistance des Albigeois n'est-elle pas perçue comme un symbole universel de liberté, de tolérance? Si d'ailleurs toutes les manifestations qui se font autour de Montségur témoignent de cette vision-là, de l'esprit de lutter pour un esprit de tolérance. Il y a un monument qui est prévu pour Montségur d'un plasticien qui s'appelle Daniel Coulet et qui veut témoigner de cet esprit d'ouverture et cette vigilance contre tous les absolutismes et les inquisitions, puisque c'est le maître mot qui nous occupe. Qui peut me parler du pays Qatar? Éric Andrieux, maire de Villerouge-Termenès depuis 1995. Vice-président du Conseil général de l'Aude, fondateur et responsable du programme Pays Qatar. Administrateur du Centre d'études Qatar. Monsieur Andrieux, vous êtes le maire de Villerouge-Termenès, où se trouve un château célèbre dans l'histoire du qatarisme. Peut-on parler de château Qatar? Bien non, je crois qu'il faut être clair, au risque d'en décevoir certains. Comme il n'y a pas de château catholique ou protestant, il n'est nullement question de parler de château Qatar. Aucun château n'était Qatar. Le seul qui peut prétendre cette qualification-là, c'est le château de Montségur. Et non pas le château que l'on visite aujourd'hui, mais un château bien sûr antérieur, puisque tous les châteaux qui sont dits Qatar aujourd'hui sont tous antérieurs à cette période-là du qatarisme.